Il faut d'abord remettre le paquebot dans son bassin. Titanic Odyssée 2012 n'est pas un film de 2012, mais un téléfilm américain de 2010 titré à l'origine Titanic 2. Écrit, réalisé et interprété par Shane Van Dyck. Produit dans l'écosystème The Asylum, avec Bruce Davison, Brooke Burns et Maris Westbrook. Et non, malgré ce titre qui agite les bras dans l'eau en criant Suite de Cameron, il n'a aucun lien officiel avec le Titanic de 1997. C'est un cousin opportuniste, un passager clandestin, un ticket de troisième classe imprimé sur du papier recyclé. Le principe est d'une beauté presque mythologique dans sa stupidité assumée. 100 ans après le naufrage du Titanic, un nouveau paquebot nommé Titanic 2 refait la traversée, mais en sens inverse. Et bien sûr, l'histoire, vexée qu'on lui refasse le coup du marketing commémoratif, sort l'artillerie lourde. Fonte des glaces, tsunami, iceberg propulsé comme un projectile de cartoon écologique, puis catastrophe en cascade. Le film remplace donc la fatalité historique par une sorte de flipper climatique où chaque boule s'appelle pas de chance. Ce qui est fascinant cinéphiliquement, c'est que le film ne dialogue pas seulement avec Titanic de James Cameron, il dialogue surtout avec l'idée industrielle de Titanic. Cameron avait fait du naufrage une cathédrale mélodramatique. Griffiths, Lean, Selznick, l'opéra populaire, le film catastrophe et le mélodrame social fusionnés dans une machine énorme, sentimentale, techniquement folle. Chen Van Dyck, lui, fait l'inverse. Il prend la même icône et la passe dans une photocopieuse fatiguée. Ce n'est plus le cinéma comme construction du mythe, c'est le cinéma comme produit dérivé spectral. Le film ressemble moins à une suite qu'à une réplique gonflable trouvée dans une boutique de souvenirs après fermeture. Là où A Night to Remember de Rodward Baker en 1958 abordait le Titanic comme drame collectif presque documentaire et où Cameron reconfigurait le naufrage en grand tombeau romantique, Titanic Odyssée 2012 choisit sans le vouloir une troisième voie. Le naufrage comme syntaxe économique. Tout y est calculé non pour produire le vertige, mais pour évoquer de loin des sensations déjà éprouvées ailleurs. Une salle de contrôle, nous avons des couloirs, nous avons des passagers paniqués, un petit bouquet. Une romance sacrificielle emballée sous vide, des effets numériques, là le navire prend l'eau avant même le premier iceberg. Le film a quelque chose d'un Irving Allen d'épicerie nocturne. On pense à l'aventure du Poséidon, à la tour infernale, à toutes ces traditions du film catastrophe où l'architecture devient piège, où le décor se retourne contre les personnages. Mais chez Allen, même dans le kitsch, il y avait une gourmandise du dispositif. Des stars, des coupes transversales, des flammes, des ascenseurs fous, des sacrifiés magnifiques. Ici, le dispositif est réduit à son squelette. C'est du cinéma catastrophe sans catastrophe du cinéma. Une sorte de simulateur de naufrage conçu par PowerPoint après 3 cafés froids. Et pourtant, il y a quelque chose à sauver dans cette épave. Pas à sauver comme on sauverait Jack Dawson, plutôt comme on remonterait une cuillère rouillée du fond de l'Atlantique en disant tiens, voilà un indice. L'indice, c'est la manière dont le film exhibe brutalement les mécanismes du mockbuster. The Asylum ne cherche pas vraiment à concurrencer Cameron, ce serait absurde. Il cherche à capter le reflet de Cameron, comme ces poissons des abysses qui survivent avec 3 photons et une mâchoire disproportionnée. Titanic 2 n'est pas un film sur Titanic, c'est un film sur la puissance radioactive d'un titre. Le plus drôle, ou le plus triste selon l'humilité de votre âme, c'est que le film ajoute une couche écologique à la catastrophe. Le Titanic de 1912 était frappé par l'orgueil industriel, la croyance moderne dans l'insubmersible, la classe sociale comme compartiment étanche. Celui de 2010 est frappé par le réchauffement climatique, ou plus exactement par une version de fête foraine du réchauffement climatique. Le glacier s'effondre, le tsunami arrive, l'iceberg devient torpille. Le symbole pour être fort, il ne l'est pas vraiment, mais il a une sorte de franchise naïve. L'humanité n'a rien appris, elle a juste remplacé la White Star Line par une gestion de crise en CGI fauché. Le personnage d'Aidan Walsh, interprété par Shane Van Dyck lui-même, concentre cette ambiguïté. Il est à la fois l'armateur, le héros, le coupable symbolique et l'homme du sacrifice final. Autrement dit, il occupe toutes les cabines narratives disponibles. Cameron avait Jack et Rose, 2 corps romanesques jetés contre l'histoire. Ici, nous avons plutôt une fonction dramatique en chemise. Le type qui a construit le bateau, provoqué indirectement la catastrophe, puis tente de devenir son propre rachat. C'est moins du mélodrame que de la comptabilité morale. Bruce Davison, lui, apporte un minimum de gravité à l'ensemble. Sa présence rappelle que même dans les productions les plus brinque-ballantes, certains acteurs arrivent avec une petite lampe frontale professionnelle. Il joue comme s'il a été dans un vrai film, ce qui est à la fois noble et légèrement cruel pour le décor et autour de lui. Il y a là un phénomène typique du nanar semi-sérieux. L'acteur compétent devient une anomalie, une preuve que le film aurait pu exister autrement dans un univers parallèle mieux financé.
La mise en scène, elle, se situe dans cette zone étrange où tout doit aller vite, non par tension, mais parce qu'il ne faut pas que le spectateur regarde trop longtemps les coutures. Les plans d'extérieur numériques ont cette texture merveilleuse des années 2010, direct ou vidéo, un monde où l'eau semble faite en plastique liquide, où les navires ont le poids d'un économiseur d'écran, où les icebergs possèdent la brutalité tactile d'un menu DVD. Cameron filmait l'océan comme une divinité indifférente, Van Dyck le film comme un plugin qui n'a pas fini de charger. Mais c'est précisément là que Titanic Odyssée 2012 devient intéressant, à sa manière oblique. Il révèle par contraste le génie du film de Cameron. Chez Cameron, chaque élément spectaculaire était enraciné dans une obsession matérielle: métal, vapeur, eau, pression, gravité, corps. Le naufrage était une expérience physique. Ici, la catastrophe reste souvent abstraite. Elle est annoncée, commentée, découpée, mais rarement ressentie. Le spectateur ne se noie pas, il consulte un compte-rendu d'inondation avec images de synthèse. Et puis il y a ce titre français, Odyssée 2012, petit bijou de packaging lunaire. Odyssée convoque Homer, Kubrick, le voyage cosmique, la traversée initiatique. Or, le film propose plutôt une odyssée de couloirs, une épopée de compartiments, un périple de salles techniques à bouteilles d'air. C'est magnifique de disproportion. On dirait qu'on a collé un casque de cosmonaute à un canard de bain. Le titre promet l'absolu, le film livre une évacuation en flux tendu. Faut-il le mépriser? Pas complètement. Le mépris serait trop confortable. Titanic Odyssée 2012 appartient à une tradition parallèle du cinéma populaire, celle des films qui parasitent les grands mythes industriels, qui vivent dans leur ombre, qui arrivent sur les étals avec une jaquette vaguement familière et une promesse impossible. C'est un cinéma de l'écho, du toc, du faux raccord conceptuel. Il ne dit pas regardez ce que je peux faire, il dit vous vous souvenez de ce que quelqu'un d'autre a fait? La vraie question est donc est-ce un bon film? Non. Est-ce un objet cinéphilique intéressant? Oui, comme une épave de pédalo retrouvée à côté du Titanic. Il est maladroit, opportuniste, pauvrement spectaculaire, dramatiquement mince, mais il condense à lui seul toute une économie du cinéma bis contemporain. Le titre comme hameçon, l'imaginaire collectif comme matière première, le désastre comme argument de vente, le spectateur comme archéologue de supermarché. En somme, Titanic de Odyssée 2012 est un film qui ne coule pas seulement parce qu'un iceberg le rentre dedans. Il coule parce que son concept est déjà percé à la première minute. Mais il coule avec une sorte de persévérance admirable, comme un bateau en carton qui aurait décidé de refaire baignure dans une flaque. Et dans cette noyade miniature, on entend malgré tout un petit glouglou théorique. Le cinéma populaire ne meurt jamais vraiment. Il se réincarne, parfois en jaquette douteuse, en tsunami numérique, en titre mensonger, en Bruce Davidson courageusement debout sur le pont. Un nanar? Oui. Un mockbuster? Évidemment. Une suite de Titanic? Certainement pas. Une petite relique de l'après Cameron perdue entre le film catastrophe, le téléfilm du samedi soir et le commerce de l'illusion? Absolument. Et finalement, peut-être que son beau plan est invisible, celui du spectateur, face au titre Titanic 2, comprenant qu'il vient d'embarquer volontairement sur un navire dont il savait déjà qu'il allait sombrer.